Bonjour et bienvenue dans cette vidéo portant sur la conduite responsable de la recherche. Au cours de cette présentation, les objectifs sont de définir la fraude scientifique et ses types, de décrire la fréquence de la fraude scientifique, d'expliquer les raisons derrière ce phénomène, discuter l'impact de la fraude scientifique et enfin introduire les modalités de sa gestion. Alors, on commence par un premier exemple qui s'est déroulé au début du XXe siècle en Angleterre, où un scientifique a découvert des fragments d'os fossilisés et il a pu, avec d'autres collaborateurs, en 1912, reconstituer le crâne qui devait appartenir à l'ancêtre de l'homme moderne et qui représentait une preuve importante supportant la théorie évolutionniste. Selon cette théorie, l'homme serait une évolution du singe. Et donc, cette découverte de ce crâne permettait de prouver cette théorie et représenter ce chaînon manquant dans cette théorie. Donc, ce crâne-là, le crâne de l'homme de Piltdown, avait des caractéristiques qui permettaient aux scientifiques de mettre le lien, comme on a dit, entre le singe et l'homme et de prouver la théorie évolutionniste. Mais dans le reste de la communauté scientifique, il y avait beaucoup de doutes par rapport à cette découverte, surtout parmi les scientifiques qui ne soutenaient pas la théorie évolutionniste. Au cours des années qui ont suivi, il y a eu une accumulation des preuves et surtout avec la découverte de la datation au carbone 14 qui a permis de mettre en évidence qu'il s'agit de différentes parties qui revenaient à des moments différents de l'histoire. Et donc, déjà, il y avait une partie d'un crâne humain du Moyen-Âge et une partie, surtout la mandibule, d'un singe qui était âgé de 500 ans. Et donc, ces découvertes ont conclu que le crâne qui a été présenté par ce chercheur a subi plusieurs manipulations pour présenter cette découverte au reste de la communauté scientifique. Un autre exemple qu'on va discuter, c'est l'exemple d'un chercheur américain, c'est un dermatologue nommé Summerlin, qui menait pendant les années 70 des recherches en immunologie dont l'objectif était de prouver qu'il y avait moyen de faire une greffe de peau entre deux espèces de rats sans utiliser l'immunosuppression. Cette découverte devait être révolutionnaire dans le domaine de la greffe de manière générale. Donc, il utilisait deux espèces de souris, des souris blanches et des souris noires, et le principe de la recherche, c'était de greffer des fragments de peau des souris noires chez les souris blanches. Donc, dans le laboratoire, il commençait à avoir des résultats prometteurs de cette technique, mais de manière accidentelle, un assistant de laboratoire découvre que les taches s'effaçaient à l'alcool et donc on a découvert que les taches noires sur les souris blanches ne correspondaient pas à de la peau greffée, mais en fait à des taches qui étaient dessinées au marqueur. Donc bien sûr, la découverte de cette manipulation a constitué un scandale à l'échelle de l'université,
mais aussi au sein de toute la communauté scientifique. Bien sûr, les détails de ces deux exemples sont accessibles sur Internet si vous voulez approfondir ces informations. Donc, on continue par le rappel de la définition de ce que c'est que la recherche. Donc la recherche, c'est le processus de résolution de problèmes et de réponse aux questions. Donc toujours, rappelez-vous cette notion de génération de nouvelles connaissances, donc soit en décrivant de nouveaux phénomènes, en définissant une nouvelle association entre un facteur et un phénomène, comme une maladie, en développant un nouveau modèle, ou en appliquant les connaissances disponibles à un nouveau contexte, par exemple. La recherche scientifique, c'est l'application des méthodes scientifiques à l'investigation des relations entre les phénomènes naturels ou pour résoudre un problème médical ou technique en ce qui nous concerne. Alors que l'intégrité scientifique, c'est le caractère et la qualité d'une personne intègre, incorruptible, dont la conduite et les actes sont irréprochables. Donc, toujours, ce caractère ou qualité vont être appliqués au domaine scientifique en ce qui nous concerne dans ce cours. Alors, premier élément dont on va parler, c'est un élément clé dans le domaine de la recherche scientifique, c'est la publication scientifique. Donc, comme vous savez, il y a différents types de communication que les chercheurs utilisent pour transmettre les résultats de leur recherche au public et à la communauté scientifique. Et en général, quand on parle de publication scientifique, c'est une communication qui a subi un examen de la rigueur de la méthode scientifique, comme par exemple ce qui se passe lorsqu'on soumet notre article à évaluation par un comité de lecture indépendant. C'est les évaluateurs des revues, par exemple. Et quand on parle de la littérature scientifique, c'est l'ensemble de ces publications scientifiques. Donc pourquoi est-ce qu'on publie? Parce on cherche une qualification dans notre parcours professionnel, on veut participer à un concours de recrutement et donc on a besoin d'avoir des publications dans notre bilan d'activité pour avancer dans sa carrière, pour obtenir un financement de la recherche. Donc tout ça, tous ces avantages, on peut dire, ils sont basés sur notre activité de publication. Quels sont les principes éthiques qui doivent gérer la publication? Donc ce sont des principes qui, comme vous allez le voir, ils renvoient à cette intégrité scientifique. Alors, la responsabilité, c'est notre responsabilité par rapport à ce que nous publions. La rigueur dans la conduite de la recherche. L'objectivité dans la collecte des données, l'interprétation et la présentation des résultats. L'honnêteté, c'est-à-dire ne rapporter que ce qui était réellement fait et ce qui était réellement constaté. L'équité, c'est par exemple en étant juste vis-à-vis des différents membres de l'équipe et de donner à chacun ce qu'il mérite. L'indépendance se rapporte au fait de ne pas être influencé par des conflits d'intérêts, par exemple. Alors, si ces principes s'appliquent aux auteurs, il faut savoir qu'ils s'appliquent également à toute personne impliquée dans la publication, comme les évaluateurs des publications et les éditeurs des revues. Le processus d'évaluation par les pairs constitue une évaluation par les collègues qui ont les mêmes connaissances et la même expérience par rapport au sujet de la recherche. Et cette évaluation par les pairs est très importante parce que c'est actuellement le moyen utilisé pour décider quels sont les projets de recherche qui vont être financés, quels sont les articles qui vont être publiés et quels chercheurs vont être recrutés pour un poste donné ou vont être promus au cours de leur carrière. Donc cette évaluation par les pairs, il doit se faire de manière à respecter des exigences éthiques
à savoir les délais adéquats. Donc, pour permettre aux chercheurs d'obtenir les avantages derrière leur effort, il faut le faire dans des délais adéquats. Il faut qu'il soit fait de manière approfondie, c'est-à-dire aller dans les détails, examiner de manière approfondie le travail soumis pour évaluation. Il faut qu'il soit constructif. Il n'est pas éthique de mener une évaluation dans laquelle tout ce qu'on cherche à faire, c'est de critiquer les auteurs, mais l'évaluation doit être constructive. Donc, cherchant à améliorer le travail évalué. Il ne doit pas se faire en ayant des biais personnels, et donc un conflit d'intérêts ou une influence personnelle sur ce processus d'évaluation. Et bien sûr, il faut respecter la confidentialité des documents qui sont mis à évaluation et des résultats de l'évaluation. Alors maintenant, on arrive à définir la fraude scientifique. Donc la fraude, c'est une action destinée à tromper dans le champ de la recherche scientifique et il correspond à une violation des conventions déontologiques de l'éthique professionnelle et bien sûr du respect dû à la communauté scientifique. Donc c'est ce qu'on appelle en anglais scientific misconduct et on peut le traduire comme étant un mauvais comportement scientifique ou une méconduite scientifique. Alors, en ce qui concerne les types de fraude, c'est une liste qui n'est pas exhaustive, mais on va trouver en tête de liste les trois premières situations les plus, on peut dire les plus graves. Mais il y a d'autres instances de fraude qu'on va discuter brièvement. Alors déjà, premièrement, on va trouver la falsification et la fabrication des données et le plagiat. Donc, on va aller voir un peu plus en détail, mais il y a d'autres types de fraude, comme le fait de ne pas respecter les règles de l'éthique de manière générale lorsqu'on mène son travail de recherche. On trouve également la non-déclaration de conflit d'intérêts, la duplication de publications, des négligences diverses par rapport à la conduite du travail de recherche ou à la rédaction lorsqu'on rapporte les résultats de la recherche, etc. Alors, premièrement, la fabrication des données. Donc, la fabrication, c'est le fait de créer, d'inventer des données et des résultats et de les enregistrer, puis les rapporter comme résultant d'un processus de recherche. La falsification, c'est le fait de manipuler du matériel, de l'équipement ou des processus de recherche. Donc, en pratique, ça va se traduire comme un changement des résultats ou une omission de certains résultats de telle façon que la recherche n'est pas présentée de manière exacte ou précise. Le plagiat, c'est probablement une fraude scientifique très répandue qui correspond au vol ou l'appropriation de la propriété intellectuelle. Donc c'est le fait de copier toute ou partie d'une production d'une autre personne sans en citer la source. C'est aussi cette utilisation non autorisée d'idées ou de méthodes nouvelles obtenues par une communication privilégiée, par exemple une évaluation de documents. Alors, dans les deux premières situations, l'information est disponible à tout le monde et la personne qui procède au plagiat va tout simplement copier ces idées, ces informations et les présenter comme s'ils étaient ses propres idées. Mais dans la dernière situation, la personne va utiliser des idées ou des méthodes qu'il a apprises par une communication privilégiée, c'est-à-dire imaginez un expert ou un scientifique qui évalue un article pour publication et donc il trouve des idées intéressantes
et il va aller utiliser ces idées dans un travail euh, personnel, sans bien sûr faire référence à la source de ces idées, bien sûr, d'autant plus que cette source d'idées, pour l'instant, n'est pas encore publiée et cette personne a eu connaissance de ces idées par une communication privilégiée, c'est-à-dire elle a été mise en confiance pour évaluer ce travail avant sa publication. Alors déjà, le plagiat, comme on a dit, c'est un problème très très fréquent. Pourquoi ce phénomène est tellement fréquent? Donc déjà, les personnes rapportent les difficultés de la langue. Souvent, on cherche actuellement à publier en anglais et toute la communauté des scientifiques qui ne parlent pas couramment l'anglais trouve bien sûr des difficultés relatives à la langue anglaise. Alors, quand on copie des fragments d'articles, c'est plus rapide, c'est plus facile, et bien sûr, ça nous permet d'utiliser des phrases parfaites. Et probablement, un autre facteur très important, c'est la méconnaissance de la gravité de cet acte. Donc, beaucoup de personnes ne savent pas que ça fait partie de la fraude scientifique. En ce qui concerne l'authorship, donc les noms qu'on voit au début d'une publication, bien sûr, renseignent sur les personnes qui ont réalisé la recherche. Ce sont les personnes responsables du travail présenté qui, en même temps, doivent recevoir le mérite et bénéficier des avantages de ces publications. Donc, on peut voir différents problèmes en rapport avec l'éthique de l'authorship, et donc je vous laisse réfléchir à des situations qui peuvent être problématiques dans ce contexte. Alors, le conflit d'intérêts, c'est toute situation dans laquelle un individu ayant des responsabilités envers les autres pourrait être consciemment ou inconsciemment influencé par des facteurs financiers ou autres impliquant son intérêt personnel. Et donc, comme vous voyez dans ce schéma, la personne est tiraillée entre ces différents intérêts. Et donc justement, lorsqu'on a un conflit de rôle et de responsabilité, on va avoir un conflit d'intérêts et ça va se voir quand, par exemple, un chercheur mène un travail dans son domaine d'expertise, mais en même temps, elle est liée par des relations commerciales avec un laboratoire pharmaceutique qui développe des traitements dans le même domaine d'expertise du chercheur. Donc, le chercheur est tiraillé entre l'intérêt scientifique et l'intérêt financier qu'il a avec ce laboratoire, donc il peut être influencé dans son travail et ses conclusions. Alors, quelle est la prévalence de la fraude? Différentes études ont été menées pour euh, essayer d'estimer l'ampleur de la fraude scientifique, dont cette étude qui a été menée aux États-Unis, qui a mis le point sur beaucoup de pratiques problématiques qui se sont avérées plutôt fréquentes. Alors, comme vous le voyez ici, ils ont listé les différentes pratiques problématiques ou qui peuvent correspondre à une méconduite scientifique. Et ils ont présenté ces résultats en termes de fréquence chez l'ensemble des répondants. Après, ils ont fait une analyse en sous-groupe. Ils ont séparé entre les chercheurs relativement avancés dans leur carrière et les chercheurs au début de leur carrière pour voir s'il y a une différence en fonction de cette variable. Donc, si on prend des exemples, vous voyez que la falsification
des données est relativement peu fréquente, 0,3%, alors que d'autres comportements sont beaucoup plus fréquents, comme par exemple ici, le fait de ne pas présenter des données qui sont contradictoires avec une recherche antérieure, donc c'est 6%. Alors encore plus fréquent ici, c'est le fait de changer le design, la méthodologie ou les résultats d'une étude suite à la pression par l'organisme financeur. Il faut savoir que ces résultats sont basés sur une enquête et donc c'est des données qui sont déclaratives, c'est-à-dire c'est les chercheurs qui ont répondu à l'enquête qui déclarent ces comportements. Alors, en ce qui concerne une deuxième étude qu'on va prendre comme exemple, toujours dans le cadre de la prévalence de la fraude, c'est un travail qui a été fait différemment, qui a été fait à base des articles scientifiques publiés. Donc les chercheurs ont évalué des centaines d'articles publiés dans 3 revues de chirurgie et ils ont trouvé par exemple que dans 13% des cas il y avait une publication double, dans 34% des cas une publication double probable et dans 50% publication salami, c'est-à-dire un travail qui était découpé en plusieurs petits travaux. Quelles sont les raisons de la fraude scientifique? On rapporte le problème de la pression du travail pour le chercheur et la pression de temps. Toujours on est devant des échéances qui sont serrées. Il y a une compétition importante pour avancer dans la carrière, pour obtenir une reconnaissance. Donc ça aussi ajoute une autre pression. Et puis une pression pour publier dans les revues prestigieuses. Donc bien évidemment, les différentes universités, les employeurs demandent aux chercheurs des résultats en termes de publication dans des revues prestigieuses. Et bien sûr, pour publier dans des revues prestigieuses, il faut trouver des résultats spectaculaires. Donc tout ça s'ajoute à la pression sur les scientifiques. Il y a aussi les conflits d'intérêts, comme on a vu dans l'exemple. Les intérêts financiers qui vont faire que certains chercheurs vont être influencés dans leur recherche et ils auront tendance à favoriser les résultats qui vont plaire aux financeurs. Le manque de formation en rapport avec la fraude scientifique et enfin les normes personnelles et culturelles, c'est-à-dire qu'est-ce qui est considéré par la personne et par la société comme étant fraude pas. Alors pourquoi est-ce qu'on doit s'inquiéter par rapport à la fraude scientifique? Donc on sait que l'environnement est difficile pour les chercheurs, c'est un environnement complexe et compétitif, donc ils peuvent être facilement influencés pour commettre la fraude scientifique. Il y a aussi une multitude d'enjeux éthiques et un couplage entre les aspects académiques et financiers dans différents contextes qui fait que il y a possibilité accrue de conflits d'intérêts. Puis, il faut s'inquiéter parce que la fraude va avoir un impact sur la confiance des chercheurs entre eux et au sein de la communauté scientifique, mais aussi ça va avoir un impact sur la confiance et le soutien de la société pour la recherche scientifique. Alors, quel est l'impact de la fraude sur la recherche et les chercheurs? Donc, bien sûr, il y a l'impact sur la carrière et la réputation des chercheurs, mais aussi des autres membres de l'équipe, des collaborateurs de ces chercheurs-là, et sur la réputation des institutions. Donc, si je vous renvoie à l'exemple de Summerlin, le fait qu'il a commis cette fraude a eu des répercussions sur lui-même, mais aussi sur son laboratoire de recherche et sur l'université dans laquelle il travaillait. Un autre impact de la fraude scientifique, c'est qu'elle induit en erreur les recherches futures. Donc imaginez un travail
frauduleux dans lequel il n'y a pas eu assez de rigueur scientifique, ou même il y a eu une falsification ou fabrication de résultats. Donc, si ce travail est publié, il va induire les recherches futures en erreur parce que les autres chercheurs vont utiliser ces résultats erronés et vont se baser sur ces résultats erronés pour continuer la recherche. Imaginez aussi que les autorisations de mise sur le marché des médicaments sont basées sur des articles publiés. Donc, si ces articles publiés concernant l'efficacité des médicaments sont frauduleux, bien sûr, ces médicaments qui vont être mis sur le marché, puis prescrits par les médecins, vont être basés sur des résultats erronés et peuvent avoir un impact sur les patients qui vont utiliser ces médicaments. Ça peut avoir un impact sur la prise de décision de santé publique et après tout cela, bien sûr, sur la confiance de la société dans la recherche de manière générale. Alors, regardez cette analyse qui a été publiée en rapport avec l'impact de la fraude. Donc, les auteurs ont analysé les articles rétractés, c'est-à-dire les articles que les revues ont retirés suite à des accusations de fraude scientifique et suite à leur enquête qui met en évidence la présence d'une fraude scientifique. Donc, parmi ces articles rétractés, 180 sont des articles qui rapportent des recherches sur les humains et si on regarde l'ensemble des sujets inclus dans ces 180 articles, ils dépassent les 28 000 sujets avec parmi ces sujets plus de 9 000 patients traités. Déjà, donc imaginez les répercussions pour ce groupe-là. Et par la suite, ces articles ont été cités par un nombre très important d'autres articles. Donc vous voyez ici, c'est d'autres chercheurs qui ont utilisé les résultats de ces articles rétractés, frauduleux, avec plus de 400 000 sujets inclus et environ plus de 70 000 patients traités. Donc vous voyez l'ampleur de la fraude scientifique. Donc on continue par un autre exemple d'un jeune qui s'appelait Jesse Gelsinger et il avait une déficience enzymatique partielle et s'est porté volontaire pour un essai de phase 1 de thérapie génique en rapport avec sa maladie. Et dans cette recherche, l'équipe de recherche voulait tester un vecteur, ce qui est un adénovirus atténué, qui va porter le gène. Et malheureusement, le jeune Jesse décéda suite à une défaillance multiviscérale après avoir reçu une dose élevée de ce vecteur qui est un adénovirus. Donc, les problèmes qui étaient rapportés à la suite de ce drame, c'est que Jesse ne remplissait pas les critères d'inclusion parce qu'il avait un taux d'ammoniac élevé et pourtant il a été inclus dans l'étude. Un autre problème, c'était que lors des études précliniques, 2 singes étaient morts présentant des signes similaires de défaillance multiviscérale. 2 participants avant Jesse ont reçu des doses plus faibles et avaient présenté les mêmes symptômes. Et donc, normalement, déjà en se basant sur ces 2 informations, l'essai aurait dû être arrêté, mais ça n'a pas été le cas. En ce qui concerne l'information de participants à la recherche, Jesse n'avait pas d'informations sur la mort des singes et pas d'informations sur les effets secondaires présentés par les participants antérieurs, ni sur les effets indésirables graves pour des doses plus faibles.
Il n'y avait pas d'informations aussi sur les conflits d'intérêts des chercheurs et que un autre problème, c'était que le site web utilisé pour le recrutement des participants présentait des informations très optimistes concernant les bénéfices par rapport aux risques liés à la recherche. Dans la suite de l'analyse des problèmes, on apprend aussi que l'investigateur principal possédait une patente de la technique d'administration de thérapie génique et des parts dans la compagnie de biotechnologie qui développe et qui devrait commercialiser cette technique et il dirigeait l'institut de recherche qui menait le travail de recherche. Et que, bien sûr, toujours dans le cadre de ses relations financières, l'institut de recherche recevait des sommes importantes de la compagnie de biotechnologie pour mener ses travaux de recherche. Donc, on termine par la gestion de la fraude scientifique. Alors, plusieurs méthodes peuvent être discutées et proposées pour gérer la fraude scientifique. Donc, déjà, de mener des enquêtes et de sanctionner les personnes qu'on découvre ayant commis une fraude scientifique. Une méthode très puissante, c'est la rétraction des publications frauduleuses, préparer des guides de bonnes pratiques pour les chercheurs, sensibiliser, éduquer et former les équipes de recherche, contrôler les sites de recherche tout au long du processus et de leur travail, évaluer de manière périodique les structures de recherche pour s'assurer de fonctionnement et du respect des guides de bonne pratique, audit des données, c'est-à-dire aller vérifier la véracité des données, et enfin avoir des comités d'éthique et de contrôle puissants et indépendants pour appliquer le respect de la conduite responsable de la recherche. Cette vidéo prend fin. Je vous remercie pour votre attention.